Bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Dans l'édition nationale, David Boeri reviendra d'abord sur le violent tremblement de terre qui a touché l'Italie la nuit dernière. Le séisme a déjà fait au moins 73 morts et le bilan n'est pas définitif. Dans le centre du pays, des dizaines de bâtiments sont détruits, de nombreuses personnes restent coincées sous les décombres. Et puis le scandale de la dépakine, un antiépileptique efficace, mais un médicament nocif pour les embryons. Plus de 14 000 femmes enceintes y ont été exposées. Se pose désormais la question du montant des indemnisations. En Auvergne, l'actualité, c'est d'abord cette journée au PAL pour 4000 enfants et leurs proches. Des familles qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, mais qui ont pu profiter de cette journée de loisirs grâce au Secours populaire. Et puis nous irons à La Chaise-Dieu, où le festival a décidé de s'ouvrir à des styles musicaux inédits, des musiques d'Amérique latine. Un choix audacieux qui doit permettre de renouveler le public de l'événement. Comme chaque année, le Secours populaire organise une sortie pour les familles qui ne peuvent pas s'offrir des vacances. Aujourd'hui, grâce aux dons, près de 4000 enfants et leurs proches se sont donc rendus au PAL, dans l'Allier. Une journée de bonheur en famille avant la rentrée. Charline Coca et Laurent Pastural. C'est leur journée. Ils l'ont attendue tout l'été. Certains ont voyagé une bonne partie de la nuit, mais à l'arrivée, la fatigue a comme disparu. Un ticket, un pass pour une journée de bonheur en famille et le programme est chargé. On va en profiter un maximum, on va essayer de faire tout ce qu'on peut faire, quoi, avec le peu de temps qu'on a. Premier manège et c'est l'évasion. À l'atterrissage, la tête reste dans les nuages. C'était super bien. C'est comme si on était des oiseaux en fait. Un peu plus loin, Cédric, 7 ans, découvre les éléphants. C'était la première fois que tu en voyais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est trop beau. Des yeux qui brillent, des images qui resteront gravées. Les enfants s'émerveillent et les parents savourent ces instants privilégiés. C'est un moment maman et enfant. Parents et enfants. C'est important d'avoir ça au moins une fois par an. En plus, eux, ils recommencent en septembre, début septembre. Donc du coup, moi, mon but, c'était qu'ils se divertissent le maximum, quoi, pour qu'ils puissent reprendre une bonne année. Plus de 6 mois de préparation pour organiser cette journée. Comme chaque année, le Secours populaire a tout mis en œuvre pour que ses bénéficiaires puissent profiter de l'été, comme tout le monde. Un enfant sur 3 part pas en vacances et une famille sur 4 part pas en vacances. Vous vous rendez compte? 4200 personnes qui ne seraient pas parties en vacances s'il n'y avait pas eu l'aide du Secours populaire. 80 ans, tout juste, après le vote de la loi sur les congés payés, de nombreuses familles en sont encore privées. Chaque année, de plus en plus de bénéficiaires du Secours populaire s'inscrivent aux journées des oubliés des vacances. Et si vous souhaitez soutenir cette initiative, vous pouvez faire un don au Secours populaire, notamment sur son site internet secourspopulaire.fr. L'autre actualité aujourd'hui, vous l'avez remarqué, c'est cette chaleur en Auvergne, 36 degrés aujourd'hui dans certaines zones. L'Allier et le Puy-de-Dôme sont d'ailleurs passés en alerte orange canicule aujourd'hui. Pour se rafraîchir, plusieurs techniques. Une d'entre elles, monter en altitude et plonger dans un lac. Stéphanie Vino et Arthur John. Tous aux abris. Avec plus de 30 degrés à l'ombre, le meilleur endroit au lac Chambon, c'est sous les arbres. Et là, avec le temps qu'il fait, on est bien à l'ombre. On est venu assez tôt pour avoir les meilleures places sous l'arbre. Et puis là, avec les enfants, on passe un bon moment. C'est plutôt à l'ombre, en tout cas pour pique-niquer. Après, on verra si on se déplace au soleil pour la baignade de l'après-midi. Au soleil, justement, sur la plage, quelques téméraires. On va partir. On est arrivé à 9h ce matin, 10h ce matin, et on mange et on s'en va. Non, on s'en va pas. Oh si, on va pas rester longtemps. Pas tout de suite. Mais on est équipés, hein. On a les crèmes solaires et on est remonté de Clermont justement pour être un peu plus à la fraîcheur de l'eau. C'est agréable d'être en vacances en fait. On vient particulièrement pour faire de la randonnée. Donc après on fait une petite pause baignade au lac. C'est plutôt agréable. Pour résister au soleil brûlant, la baignade est obligatoire. Et c'est valable pour tout le monde, oui tout le monde, que l'on ait 2 ou 4 pattes. À la montagne, voilà, de part, après les promenades pédestres qu'il y a, il faut leur accorder un petit temps de rafraîchissement. Vu que le chien ne transpire que par les coussinets et la truffe, je me sens bien. Donc oui, il faut les refroidir. Un little, c'est super.
C'est super, des journées comme aujourd'hui, il fait super chaud. Ah oui, il fait très chaud. On est bien que dans l'eau. Hein. Enfin, l'autre remède face à la chaleur, beaucoup plus sucré, idéal pour les gourmands, une bonne glace et avec plusieurs parfums. Une très mauvaise surprise pour 2 vacanciers de l'Allier. Alors qu'ils étaient en train de prendre un verre dans un bar de Cannes la semaine dernière, ils ont commandé une bouteille d'eau minérale pour se rafraîchir. Or, celle-ci n'était pas remplie d'eau, mais de détergent pour lave-vaisselle. L'une des 2 personnes, un jeune homme de 25 ans, a eu l'œsophage brûlé. Il a dû être hospitalisé dans un état grave. Magali Roupeau et Denise Delahaye. Comment un simple verre d'eau dans un bar peut-il se transformer en un liquide toxique ? C'est ce qui est arrivé à ces 2 vacanciers géorgiens installés sur une terrasse d'un établissement du centre-ville de Cannes. J'ai bu la première et j'ai recraché tout de suite l'eau. Elle avait un drôle de goût. Mon frère, à son tour, a voulu la tester. Il en a bu plusieurs gorgées et s'est écroulé. Il a fallu appeler les secours pour le ranimer. Le garçon de 26 ans est hospitalisé, l'œsophage et l'estomac gravement brûlés. Les premiers éléments de l'enquête évoquent un accident. C'est une bouteille d'eau minérale qui contient du détergent pour lave-vaisselle qui a été servie aux jeunes gens. Devant un cas exceptionnel, qui est vraiment exceptionnel, qui a conjugué 2 erreurs majeures. La première, malheureusement, c'est le barman qui était en charge de distribuer les boissons et qui a mis un produit dans une bouteille étiquetée, chose qu'on ne fait jamais. On enlève l'étiquette au minima d'une bouteille si on doit s'en servir et on ne s'en sert pas. Mais surtout aussi le serveur qui a pris une bouteille qui n'était pas cachetée alors qu'il ne doit pas le faire parce qu'il doit ouvrir devant le client. Désemparé, le père, un ancien policier géorgien réfugié en France depuis 3 ans avec ses enfants, cherche une explication. Je ne sais pas ce qu'il y avait exactement comme produit dans l'eau. Mais surtout, je ne comprends pas que mes enfants aient été les seuls à être empoisonnés alors que l'établissement était plein. Je les croyais en sécurité ici. On connaîtra jeudi le résultat complet des analyses toxicologiques. Junot, lui, est sorti du coma et attend, comme sa famille, de comprendre. L'aventure se poursuit en Coupe de la Ligue pour le Clermont Foot. Les Auvergnats se sont imposés hier soir au Stade Montpied face à Créteil 2-1. Une victoire qui leur permet d'accéder au 16e de finale de la compétition. Julien Privat et Olivier Martinet. Ce n'est pas la liesse des grandes victoires. Pourtant, Clermont se qualifie pour les 16e de finale. 2 saisons que les Auvergnats n'avaient pas atteint ce stade. Évidemment que la qualification est la bienvenue. Ça nous permet de passer encore un tour et puis surtout ça nous permet de rester sur une dynamique. Voilà, avant la réception d'Ajaccio qui va être un match également important vendredi. La qualification, seul point à retenir de la rencontre. La première période est terne en occasion. Clermont n'a jamais été inquiété par Créteil et conclut de la plus belle des manières avec le premier but de Thiam sous ses nouvelles couleurs. Je suis pas content de mon match, c'est pour ça que je ne célèbre pas ce but. Et je dois faire mieux que ça. Je me fais pas de soucis. Là, une saison c'est long. Là c'est un peu dur pour moi au départ, mais je sais que je vais me réveiller au bout d'un moment et ça ira mieux. La partie monte d'un ton en seconde mi-temps. Les Auvergnats veulent se mettre à l'abri. Ils sont récompensés après l'heure de jeu. Jobello, du bout du crampon, double la mise. On ne l'arrête plus. 2 buts en 2 matchs. On n'arrête plus, c'est un grand mot. Non, faut pas s'enflammer. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. Après, il faut qu'on enchaîne les victoires. De toute façon, c'est bon pour la confiance. Seule ombre au tableau, un but concédé dans les arrêts de jeu. Niakate ajuste le gardien clermontois. Prochain tour, le 26 octobre, Clermont pourrait affronter une équipe de Ligue 1. Mais les joueurs sont déjà tournés vers le championnat avec la réception d'Ajaccio vendredi. L'aventure Michelin, normalement, c'est un musée qui se visite le jour. Mais cette nuit, une poignée de chanceux a pu profiter d'une visite nocturne et animée. Des comédiens leur ont fait revivre les grands moments de la manufacture de pneus clermontoise. Christian Lamorel et Arthur John. Construisons nos propres autorails en aluminium. Les voyageurs nous seront reconnaissants de ménager leur dos et leurs oreilles grâce à notre Micheline et à ses pneus. Formidable, formidable.
C'est un bond d'un peu plus d'un siècle en arrière qui était proposé à l'aventure Michelin grâce aux comédiens de la troupe Élixir qui permettait de faire revivre quelques personnages clés. Au gré du parcours de visite, on pourra voir les frères Michelin qui sont plongés dans leurs réflexions. On pourra croiser Elisabeth Kjog-Barker, sans qui il n'y aurait sans doute pas de caoutchouc à Clermont. On pourra croiser le coureur cycliste Charles Théron, qui est le premier à avoir fait connaître le pneu Michelin en 1891. Donc c'est toute cette galerie de personnages, encore une fois, qui sont souvent des personnages hauts en couleur, qui vont pouvoir s'animer, sortir de leurs images qui sont traditionnellement en noir et blanc, et on va pouvoir les voir revivre sous nos yeux. Les frères Michelin m'ont invité à déjeuner. Moi, Charles Théron, ancien coureur, pour me persuader d'être leur champion. Eh oui, ils venaient d'inventer le pneu qui pouvait se changer. À chambre à air, j'ai fait la course. Paris-Brest, Brest-Paris, et je suis arrivé premier. Oui. Grâce à cette invention que j'ai appelée la technologie radiale. Non seulement le pneu ne s'échauffe plus, mais il est plus sûr, plus endurant, et il permet de limiter la consommation de carburant. Construisons gratuitement sans avion. Pour les comédiens de la troupe Élixir qui animait la soirée, c'était une proposition intéressante, même s'il y avait les impératifs de respecter la réalité historique des personnages. Voire même 2000 appareils. On a découvert, nous, en tout cas, une super belle histoire de Michelin. Je comprends un peu mieux aujourd'hui l'attachement des Clermontois à Michelin, à ce que ça peut représenter. Et bon voilà, c'est une sacrée aventure d'essayer d'être dans le réalisme historique. Là, c'était vraiment la proposition, quoi, qu'André Michelin, que le comédien qui joue André Michelin ressemble à André Michelin, etc., etc. Donc on s'est régalé, c'est un super boulot. Oh, mais que voyons-nous là? Un vaisseau spatial jaune et orange venu d'une galaxie lointaine? Eh bien, pas du tout. Ceci est une voiture appelée le mille-pattes. Elle était utilisée dans les années 70 pour tester les pneus de camions à grande vitesse. C'était en tout cas une manière originale de faire revivre cette épopée industrielle, bien dans l'esprit de La Nuit au musée. Et on en vient maintenant au 3e épisode de notre série d'été. Toute la semaine, Pascal Félix et Christian Darneville vous proposent de parcourir le département du Cantal à cheval. Aujourd'hui, ils prennent la direction de Paul-Mignac et du très beau château de Pesteille. Du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVIe siècle, de la guerre de 100 ans aux dragonnades contre les Huguenots, le Cantal a eu à subir ou à redouter maintes conflits. Les citadelles et les villes fortifiées se sont multipliées en Haute-Auvergne, mais une centaine perdure encore aujourd'hui. Nos chevaux nous ont menés au château de Pesteille, illuminé du donjon jusqu'au fossé, pour une visite nocturne qui nous éloigne des chemins balisés. Le Cantal, c'est un pays pour l'équitourisme, on l'a vu, mais il n'y a pas que les sentiers de randonnée. Il y a aussi les monuments. Où sommes-nous? Tout à fait. Eh bien, on en a un bel exemple ici avec cette magnifique demeure, le château de Pesteille à Paul-Mignac. On va s'y rendre. Je crois que Madame de Miramont nous y attend. C'est bien cela? Allons-y pour la visite. Allons-y. Allez. Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir en ma demeure au château de Pesteille. Je suis Marie-Anne-Jeanne de Cassagne de Beaufort, marquise de Miramont. Vous voulez bien me suivre? Je vais vous emmener à mes appartements, suivez-moi. Au XVIIe siècle, c'en est fini des sièges et des combats. La forteresse devient un château dédié à la résidence. Ah, Jean-Yves. Eh bien, bonsoir. Eh bien, je vais vous laisser avec Jean-Yves, qui habituellement fait visiter mon château. Donc, je vous laisse entre bonnes mains. Bonsoir. Merci beaucoup. Nous nous trouvons donc ici dans la chambre d'Icare. C'est une chambre qui est vraiment d'époque. Elle date de la fin du XVIIe siècle. Cette chambre comporte effectivement un plafond peint, donc qui raconte la légende d'Icare. Regardez ce médaillon. Cette scène représente une scène biblique. Il s'agit effectivement, vous voyez une femme en train de couper les cheveux d'un homme.
Dalila et Samson. L'artiste a voulu représenter les personnages avec des vêtements de son époque. Donc, vêtements vraiment... Dalila porte un vêtement du XVIIe siècle. Mais au Moyen-Âge, ce qui sera plus tard le château de Pesteil est d'abord un imposant donjon de 40 mètres de hauteur, l'une des places fortes du Cantal. Sa vocation n'est pourtant pas seulement guerrière. C'est la première pièce qui a été édifiée par la famille de Montama et la famille de Fouillol. Alors cette pièce est magique par rapport aux fresques que l'on voit. Hein. Ces fresques ont un thème particulier. Par exemple, cette fresque qui se trouve au-dessus de la fenêtre. Elle représente un pédagogue, donc un enseignant, qui précisément est en train d'apprendre à un jeune damoiseau, donc fils de seigneur, bien des langues. Le français, l'occitan, le grec, le latin, l'histoire, la géographie, les sciences naturelles. Ce damoiseau, ce jeune garçon grandit, et nous nous retrouvons sur l'autre fresque qui se trouve au-dessus de la cheminée. Et ici, c'est l'apprentissage des armes et de l'équitation. Il était une fois, à l'époque des rois, des reines et des sorcières, est née dans ce château de Pesteil la légende des 15 chevaliers. À cette époque, y vivait le seigneur Jacques de Montama avec sa fille Anne de Montama. 7 siècles après l'érection du donjon, le château de Pesteil est toujours habité. Au fond des cheminées, qu'ici l'on nomme des cantous, se racontent encore les fables du temps passé. On raconte encore aujourd'hui que dans la forêt de Vixouz, où tous les animaux sont revenus, où les arbres fleurissent, qu'une enchanteresse du nom de Mélisande y vit. Si le Cantal compte une centaine de châteaux classés ou répertoriés par les monuments historiques, Pesteil est l'un des rares à être ouvert aux visites. Y compris parfois à cheval, la plus belle conquête de l'homme y a toujours eu sa place. La suite de cette série demain, Pascal Félix nous emmènera à Saint-Santin de Morse. Direction à présent la Haute-Loire et la Chaise-Dieu où le festival bat son plein jusqu'à dimanche. C'est le doyen des festivals en Auvergne. Il a été créé il y a 50 ans, mais il sait encore parfois surprendre. C'était le cas hier avec un programme tout à fait inédit consacré aux musiques du monde. Gérard Rivolier, Élodie Monnier et Laurence Couvrant. Comment se renouveler, attirer un nouveau public, rajeunir le public? Évidemment, les organisateurs se posent ces questions et ils ont des idées. La preuve, hier après-midi, avec ce concert à la frontière entre la musique baroque et la musique d'Amérique latine, avec en point d'orgue la Missa Criolla et en première partie la Missa de los Indios. Pour une fois, ça se passe derrière le jubé, le grand mur qui partage l'abbatiale en deux. Une entrée en matière comme une procession dans un village indien. Le public est immédiatement séduit. Cette messe, très joyeuse, est composée d'un ensemble de chansons péruviennes des 17 et 18e siècles, les tonadas. En Amérique latine, la religiosité est associée à un sentiment d'être gai, d'être heureux. Et parfois, on associe à la danse, même dedans l'église. Vous voyez, donc on fête la messe. Même énergie, même joie avec la Missa Criolla, une œuvre composée par l'Argentin Ariel Ramirez en 1963 et qui a depuis fait le tour du monde. C'est le chanteur et maestro de la flûte Luis Rigou qui est à l'origine de cette version inédite où le baroque rejoint le folklore. Le folklore, ce que nous appelons le folklore, qui a une connotation bien différente de ce que vous appelez le folklore, parce que pour nous, ce n'est pas l'accessoire. Le folklore, c'est l'essentiel, ce qui définit notre identité. Le folklore, donc, est matière vivante. On n'a jamais cessé de jouer ces instruments, on n'a jamais cessé de cultiver ce qui nous étions avant l'arrivée des conquistadores. Le vivant,
le sensible, la joie. Moi, je me suis demandé si c'était vraiment baroque ou pas. Mais j'y connais pas grand-chose. Est-ce que ça vous a plu? Ah, beaucoup, oui. Beaucoup, beaucoup. Et vous, madame? Extraordinaire. Vraiment. Plus classique et attendu ici, le concerto en sol de Ravel pour piano et orchestre, donné cet après-midi dans l'abbatiale de la Chaise-Dieu, une œuvre créée en 1932 à Paris par le compositeur français, au piano, Vincent Larderet. C'est de la musique qui est proche du mystique. C'est-à-dire que c'est une musique qui est d'une pureté absolue, comme l'est celle de Mozart. Et il a eu beaucoup de mal à le composer parce qu'il y a justement cette pureté. Ça paraît très simple et en même temps c'est extrêmement pur. Les deux autres mouvements, c'est du Ravel qui est vraiment influencé par le jazz et les États-Unis. C'est un Ravel très rythmique, très jazzy. Le piano est à l'origine de ce festival avec le maître Ziffran en 1966. Certains pianistes sont devenus des fidèles du rendez-vous comme les Sœurs Labec. C'est notre clin d'œil à l'histoire pour ce 50e anniversaire. Katia et Marielle Labec reviennent cette année. Elles donneront le Sacre du printemps d'Igor Stravinsky vendredi soir à Ambert à la Syrie à 21h. Quant à nous, nous nous retrouvons dès demain pour vivre ensemble ce 50e anniversaire. Tout de suite, votre programme, c'est l'édition nationale du 19-20 pour l'actualité en Auvergne. Deux rendez-vous, le soir 3 et le 12-13 demain. N'oubliez pas aussi notre site internet auvergne.france3.fr. Passez une très bonne soirée. À demain midi.